Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Fin de l'aventure pour 248 Burkinabés rapatriés de la Guinée-Conakry. Ils sont arrivés hier à Bobo-Dioulasso à bord de 4 cars de transport. Motif de leur expulsion, exploitation illégale de l'or. À la une également, les félicitations des ambassadeurs d'Égypte et d'Arabie Saoudite au président du Faso nouvellement élu. Les deux diplomates ont été reçus par Roch-Marc Christian Kaboré cet après-midi au siège du MPP. Et puis, le Front national de Marine Le Pen a remporté le premier tour des élections régionales en France avec 30% des suffrages. La gauche et la droite cherchent des stratégies pour empêcher la victoire du FN au second tour. Ils avaient migré en Guinée pour faire fortune. L'aventure s'est achevée plus tôt que prévu. 248 Burkinabés rapatriés de la Guinée-Conakry ont été accueillis hier à Bobo-Dioulasso par les autorités régionales et la Croix-Rouge. Ils auraient été expulsés du territoire guinéen pour exploitation illégale de l'or. Le point avec Kadou Romenki. Autour de 18h20 que les rapatriés sont arrivés au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. À bord de 4 cars, ils sont arrivés sains et saufs. Ils ont été accueillis par la Croix-Rouge et les autorités régionales. Nous sommes venus pour accueillir les rapatriés et faire, comment on appelle ça, donner un petit subside pour qu'ils puissent grignoter quelque chose. Ils sont au nombre de 248 et officiellement, il semble qu'il y a certains qui sont... Les 248 ne sont pas venus jusqu'à Bobo ici puisque certains ont dû réintégrer leur famille. Je crois qu'il y a 16 je crois, qui ne sont pas venus, 14 ou 16 qui ne sont pas venus. Et sinon tout le reste, bon, il y a une partie qui va rester dans les hauts bassins et l'autre partie va remonter sur Ouagadougou pour qu'au niveau du CONASUR, ils puissent les convoyer vers leur province d'origine. Ils ont été expatriés de la Guinée-Conakry pour, semble-t-il, exploitation illégale de l'or. De nouveaux modules seront intégrés dans la formation des élèves policiers. Ces modules concernent la réglementation frontalière, l'accueil et la gestion de l'information aux frontières. Des représentants de l'Organisation internationale pour la migration et de la police nationale se sont donné rendez-vous ce matin à Kombisiri pour valider ces modules. Le point avec Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Le contrôle des 3192 km de frontières burkinabè se perfectionne ici à Kombisiri. Au cours de cet atelier organisé par l'Organisation internationale pour les migrations, ces acteurs de la sécurité sont appelés à développer des modules de formation sur la gestion des frontières au profit de la police nationale. Il y a un module qui porte sur la fraude documentaire, un module qui porte également sur la criminalité transfrontalière, un troisième module qui porte sur la gestion d'un poste frontière, un quatrième module qui va porter sur les meilleures pratiques au niveau donc des postes frontières. Et tout cet ensemble vise à renforcer une fois de plus les capacités des agents qui sont affectés aux frontières terrestres du Burkina Faso et également aériennes. Les conclusions de cet atelier sont fortement attendues au niveau de la police des frontières. Leurs écoles de formation sont prêtes à adapter leur curricula à ces modules. Tous les responsables experts policiers qui sont là et qui sont impliqués également dans les formations des écoles de police, ils vont se faire siennes les décisions ou se faire siens les modules qu'ils vont bien entendu dupliquer au niveau des forces de police qui sont en formation. Cet atelier entre dans le cadre du projet Gestion coordonnée des frontières au Mali, au Niger, en Mauritanie et au Burkina, initié par l'Organisation internationale pour les migrations. Un projet financé par le Japon à hauteur de 900 millions de francs CFA. Le président nouvellement élu du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu les félicitations des ambassadeurs d'Égypte et d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Les deux diplomates se sont rendus cet après-midi au siège de campagne du MPP pour congratuler le nouveau président pour son élection à la tête de l'État burkinabé. Le point avec Nongba Kouda, Jérémy Ouedraogo et Nyarkiteda. L'ambassadeur de l'Égypte est venu féliciter le président fraîchement élu.
Au cours de son tête-à-tête avec Rochmar Christian Kaboré, le diplomate égyptien a aussi parlé de coopération. L'objectif était de lui parvenir les félicitations de son Excellence président Abdel Fattah el-Sisi et aussi de discuter la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Burkina Faso. La souhaite de renforcement des relations entre les deux pays, aussi la coopération dans le domaine de la santé, l'agriculture, dans le domaine alimentaire et de la sécurité. À sa suite, le nouveau président a reçu la représentation de l'Arabie Saoudite. Une représentation qui est venue traduire les félicitations de son pays au nouveau locataire de Kosiam. Il est venu rencontrer le ministre Rocco Kaboré pour le féliciter d'abord et lui souhaiter du succès, aussi pour renouveler les engagements de l'Arabie Saoudite à appuyer le Burkina Faso dans le mandat qui vient. Le diplomate a également échangé sur les accords qui lient le peuple d'Arabie Saoudite à celui du Burkina. Au menu des échanges, le diplomate saoudien a également salué la maturité du peuple burkinabé. Après avoir participé à la surveillance des élections couplées, la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transparence et les réformes a fait le point de sa mission d'observation. Selon les responsables du CTR, la coalition a atteint ses objectifs malgré la faiblesse des moyens dont elle a disposé. Le point avec Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Une semaine après les élections présidentielles et législatives, la mission d'observation électorale de la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et les réformes CTR a rendu public son rapport au cours d'une conférence de presse. La CTR a pu être présente dans les 7 arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso, 3 localités dans la province du Houé, 8 dans la province du Tui et 6 au Kénédougou. Au titre des bureaux de vote, il faut préciser que c'est au total 275 bureaux de vote dans la seule ville de Bobo, 16 dans le Tui, 6 dans le Kénédougou et 12, soit 309 bureaux de vote qui ont été visités par les observateurs de la CTR. Le jour des élections, la coalition a relevé quelques imperfections dans le processus électoral qui, du reste, n'entacheraient pas la crédibilité de ces scrutins. Les élections se sont déroulées tout à fait normalement, malgré certaines difficultés mineures liées à l'application des réformes au système de vote et à certains actes de violence qui n'ont en rien compromis le déroulement du vote. Comme perspective, la CTR compte poursuivre le processus de mobilisation des ressources financières et matérielles pour une participation accrue lors des municipales à venir. Les assises criminelles de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso ont débuté ce matin à Nouna. 8 dossiers impliquant 12 prévenus seront examinés. Les peines encourues par les inculpés vont de 11 jours à la peine capitale. Yves Rwamba, Siriki Milogo. Siégeant à Nouna, dans la province de la Kossi pour la première fois au titre de l'année 2015, la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso statuera sur 8 dossiers impliquant 12 personnes. Ces dossiers vont se plancher sur des faits reprochés sur 12 accusés et les infractions à traiter sont essentiellement des infractions des crimes de sang. Il s'agit notamment des assassinats, de meurtres, des coups mortels. Il y a également des crimes de viol, d'enlèvement et de séquestration. Des infractions commises entre 1995 et 2005. Et selon la gravité des chefs d'accusation, les prévenus encourent diverses peines. Pour l'ensemble des crimes, puisque nous avons là-dedans, j'ai oublié de citer une des infractions, il y a des faits également de nature délictuelle. Donc si on met le tout ensemble, les peines vont de 11 jours selon la loi à la peine de mort, pour l'assassinat surtout. Des peines qui devraient dissuader d'éventuels citoyens à poser des actes répréhensibles. C'est également la contribution de la justice à la construction d'un État de droit.
À l'heure du tout numérique, le Burkina Faso s'achemine vers la valorisation des données des secteurs de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement sur la toile. Des réflexions sont en cours pour déterminer les procédures et les types de données à mettre à disposition du public. Isaka Ouedraogo, Olopoda. Des données concernant l'agriculture, l'eau et l'assainissement seront bientôt disponibles sur la toile. Ainsi en a décidé le gouvernement qui ambitionne mettre à disposition du public ces données non sensibles à travers Burkina Open Data Initiative. La question de l'agriculture, de la maîtrise de l'eau et de l'assainissement est une question fondamentale dans notre pays. Voilà pourquoi ce matin nous avons souhaité réunir les différents acteurs du secteur afin de pouvoir les encourager à libérer les données qu'ils ont à leur niveau et voir comment ces données pourraient être exploitées pour créer des services à valeur ajoutée. Les questions de la pluviométrie, de la cartographie des points d'eau et de la situation des terres sont une bataille à gagner. Et rendre publiques les données des secteurs vitaux comme l'agriculture et l'eau est aujourd'hui un devoir de transparence et de redevabilité pour les gouvernants. L'accès à ces données est primordial pour les exploitants agricoles car elle leur permet de modifier leur façon de gérer leurs exploitations. Par exemple, les données peuvent aider les exploitants à mieux comprendre les menaces de la sécheresse ou à décider de ce qu'ils vont produire ou à quel endroit, par exemple, envoyer les troupeaux pour le pâturage. De cette rencontre sont attendues des propositions en vue de promouvoir l'ouverture des données pour l'agriculture, l'eau et l'assainissement. L'ambition est de booster le développement socio-économique du Burkina Faso. Le programme d'éducation et de formation des populations pastorales en zone frontalière évalue après 2 ans de mise en œuvre ces actions. L'objectif de ce programme est de permettre aux éleveurs transhumants d'accéder à une éducation de qualité. En 2 ans, le programme a permis de former plus de 10 000 transhumants. Roger Kam, Moumouni Soubeiga. En 2 années d'activité, plus de 10 000 éleveurs transhumants ont bénéficié d'une formation initiée par l'association Andal et Pinal, Savoir pour s'éveiller en langue nationale Fulfulde. C'est une formation adaptée aux communautés pastorales et conduite dans le cadre du programme PREP, le programme d'éducation et formation des populations pastorales en zone frontalière. Ils se déplacent entre les pays. Et il fallait, coûte que coûte, malgré leur mouvement, là, il faut arriver à les faire suivre un programme d'éducation. Si on ne connaît pas les textes à travers même la transhumance, ça cause des problèmes. Les bénéficiaires sont des éleveurs transhumants âgés d'au moins 15 ans. La formation s'est déroulée dans 24 centres et vise à permettre aux bénéficiaires d'accéder à un système éducatif favorisant leur développement économique. Le projet est une très bonne chose. Parce que dans le cadre de l'éducation en général et de l'alphabétisation des populations, on a besoin d'aller vers les groupes spécifiques. Mieux on va les cibler, et mieux on pourra résoudre leurs problèmes. Le programme PREP est intervenu dans 5 zones frontalières d'Afrique de l'Ouest. Au terme de 2 années de mise en œuvre, il est question pour les acteurs de présenter les résultats atteints et de renforcer le plaidoyer pour une plus grande prise en compte de l'éducation des populations pastorales dans les politiques éducatives. En plus des repas offerts dans les cantines, les élèves de la région du Sahel auront droit à un dessert, notamment du yaourt. Le projet de distribution de yaourt dans les cantines scolaires de la région a été lancé ce 3 décembre à l'école primaire de Kampiti, un village situé à 5 km de Doré. Le compte-rendu est signé Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Le lait, l'un des produits de base de l'alimentation de la population du Sahel, vient d'être introduit officiellement dans le menu des élèves du primaire de cette région. Cela lors d'une cérémonie officielle de lancement du projet de distribution du yaourt dans les cantines scolaires de la région du Sahel. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des ministres de la Santé et des Ressources animales a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pour améliorer l'aspect nutritif au niveau de l'alimentation scolaire. Donc c'est quelque chose de très important pour nous dans la mesure où
Et cette amélioration va d'abord contribuer à améliorer la santé des enfants, améliorer bien sûr leur capacité à apprendre. Cette cérémonie d'introduction du lait dans le menu des élèves de la région du Sahel a été précédée d'une phase pilote de 2 mois dans les écoles de la ville de Dori. Ce sont donc des bénéficiaires heureux qui ont exprimé leur gratitude aux PAM et aux donateurs, notamment les ambassades du Canada et du Luxembourg. En tout cas, cela fait du bien, surtout à l'école, aux bénéficiaires. Et ça leur permet non seulement de suivre bien en classe, mais également de rester toujours à l'école sans pour autant quitter les classes pour aller chercher à manger à la maison avant de revenir. L'introduction du yaourt dans le menu des cantines scolaires de la région du Sahel vise certes à promouvoir les produits locaux, mais cela va contribuer certainement à rehausser le taux de scolarisation de cette région qui est le plus bas du Burkina Faso. Des représentants de la Banque mondiale et du ministère des Ressources animales ont visité ce week-end les localités ayant bénéficié d'un soutien financier pour la réhabilitation des fourrages et l'acquisition de broyeurs d'aliments pour bétail. À l'issue de la visite, les représentants des 2 entités se sont dit satisfaits du travail abattu sur le terrain. Le point avec David Bambara et Abdul Rasmane Zongo. Cette sortie ponctuée d'échanges est soutenue par un projet partenarial et qui prend fin en fin décembre. Bailleurs et bénéficiaires de réhabilitation de fourrage, d'acquisition de broyeurs en matière d'alimentation pour bétail à Tanguy-Ndassuri, Rimketa et Yagma évaluent ensemble les activités. Nous avons pu voir qu'il y a un certain nombre d'acquis importants que le projet a pu apporter, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des fourrages, parce qu'un des objectifs, c'était aussi apporter un appui en termes d'alimentation, en essayant de disponibiliser l'aliment qui, à travers les sous-produits agro-industriels, mais aussi, c'était aussi de mettre en place un dispositif qui permet aux éleveurs eux-mêmes de produire leurs propres aliments pour bétail. Dans l'ensemble, il y a motif de satisfaction, mais par moment, il y a certaines difficultés sur le terrain qui, ceux qui sont allés à l'exécution du projet trouvent des palliatives pour pouvoir en fait respecter les normes prescrites. Le seul hic est que le projet court imminemment à son terme et à un moment où la demande des bénéficiaires augmente. La troupe Djiguia de Bobo Dioulasso continue de se battre pour que survive la culture et particulièrement la danse. Elle a organisé ce samedi un spectacle pour faire la promotion des danses en voie de disparition dans la localité. Le point avec Betty Bienaon et Ali Traoré. Mbedonke, une phrase en Djoula qui veut dire je danse, c'est ce spectacle qui a fait vibrer le centre Djiguia de Bobo Dioulasso. Un spectacle qui, pour ses promoteurs, est un cadre d'épanouissement et un retour aux sources. On a remarqué que notre culture est en train de partir. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment Djemé même est monté, Balanfon est monté, comment on fait danse de Djemé, danse de Balanfon. Donc on s'est dit que pourquoi pas approcher le ministère de la Culture de nous aider à essayer de nous permettre de faire sortir notre création. Sur scène, la troupe Djiguia a tenu en haleine le public de cette soirée. Des pas esquissés au rythme du balafon, toutes les stratégies sont bonnes pour séduire les spectateurs. L'humour et l'acrobatie étaient également de la partie. La prestation vraiment était à la hauteur et on voit déjà l'impact que ça a sur les populations, vu l'engouement, vu en tout cas la population qui était là pour soutenir ces acteurs-là. On ne peut que les féliciter et les encourager. Ça ne fait que grandir la culture et valoriser notre culture au niveau, en tout cas, de la région. Cette activité est rendue possible grâce à l'association Djiguia avec le soutien du ministère de la Culture. Le spectacle de Bobo est la dernière étape de l'activité qui a eu lieu à Dédoukou, Oundé et Ouroudara.
En France, le Front National, le parti de Marine Le Pen, est arrivé en tête des élections régionales dans 6 régions sur 13 avec près de 30% des suffrages. Cette victoire du Front National fait du parti le premier parti de France selon certains analystes. C'est un score historique qu'a réalisé le Front National lors du premier tour des élections régionales en France. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans 6 régions sur 13 et recueille près de 30% des suffrages selon des résultats provisoires. La leader du FN a obtenu plus de 40% des voix dans sa région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Idem pour sa nièce Marion Maréchal Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le parti frontiste jubile. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé, mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Deuxième avec environ 27% des suffrages, la droite emmenée par les Républicains de Nicolas Sarkozy n'est en tête que dans 4 régions. L'ancien président a donné la consigne pour le second tour. Il n'y aura ni fusion avec la gauche, ni retrait de liste face au FN. C'est un nouveau signe d'une profonde aspiration des Français à voir les choses changer dans notre pays. Il nous faut entendre et comprendre l'exaspération profonde des Français. Enfin, le Parti socialiste n'est en tête que dans 2 régions et n'est crédité que de 23% des suffrages au niveau national. Le PS mise sur les voix des autres partis de la gauche pour rafler un maximum de régions au second tour. Le porte-parole du gouvernement se veut optimiste. J'ai regardé aussi l'ensemble des résultats consolidés, ce qui fait le rapport de force entre la gauche, la droite et l'extrême droite. Si je regarde ces rapports de force, le total de la gauche doit dépasser les 36% et fait le premier parti de France. Outre le score historique du Front National, c'est le taux d'abstention qui marque les esprits puisqu'il atteint 49%. Le second tour des régionales aura lieu dimanche prochain. Avec cette percée du Front National au premier tour des élections régionales, les autres formations politiques se préparent pour le second tour. Les Républicains de Nicolas Sarkozy campent sur leur position. Il n'y aura ni liste commune avec le Parti socialiste, ni désistement de ses candidats. Il est 11h. Les ténors du parti Les Républicains arrivent pour le bureau politique. 1 heure de réunion et des consignes claires. Il n'y aura ni fusion de liste avec la gauche, ni retrait des candidats arrivés en 3e position. Le bureau politique des Républicains exclut donc tout retrait, toute fusion, toute alliance, tout accord qui donnerait le sentiment aux Français qu'on voudrait leur confisquer l'élection par des arrangements tactiques conclus dans leur dos. Seuls 2 élus ont voté contre cette ligne. Nathalie Kosciusko-Morizet et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Quand on est en 3e position, on se retire. C'était ma position. Je l'ai défendue avec conviction au sein des Républicains, mais elle n'a pas été majoritaire. Si cette majorité s'est donc dit favorable à la position officielle du parti, beaucoup se disent déçus par les résultats de ce premier tour et commencent à remettre en question la stratégie de campagne de Nicolas Sarkozy. Notre résultat est franchement pas génial au premier tour et que vu l'état du pays, la gauche aurait dû baisser davantage. C'est un vrai souci quant à notre capacité à faire adhérer les Français. Après le deuxième tour, il va falloir que nous ouvrions un débat sur la situation actuelle qui fait que, soyons lucides, nous ne sommes pas au libre. En clair, l'unité jusqu'au second tour. La parole pourrait bien se libérer dès dimanche soir en fonction des résultats. Le président américain Barack Obama veut miser sur les renseignements et les bombardements contre les positions de l'État islamique en Syrie et en Irak pour contrer la menace terroriste. Selon Barack Obama, cette stratégie est la meilleure pour éviter une longue et coûteuse guerre. Barack Obama tente de rassurer les Américains 4 jours après l'attaque de San Bernardino. Lors d'une allocution hier, le président américain a misé sur le renseignement pour lutter contre la menace terroriste.
Ces dernières années, la menace terroriste est entrée dans une nouvelle ère, dit-il. Les groupes tels que Daesh se nourrissent du chaos de la guerre en Irak et en Syrie. Internet abolit les distances entre les pays. Les terroristes multiplient leurs efforts pour empoisonner les esprits de personnes comme les auteurs des attentats de Boston et de San Bernardino. Mais pas question pour le président américain d'envoyer ses troupes au sol. Nous ne devrions pas nous lancer dans une guerre longue et coûteuse en territoire irakien ou syrien, ajoute-t-il. C'est ce que les groupes tels que Daesh veulent. La stratégie que nous avons choisie, bombardement, forces spéciales et travail avec les forces locales qui se battent pour reprendre le contrôle de leur propre pays, c'est comme cela que nous parviendrons à une victoire durable. Daesh a salué la tuerie commise mercredi par un couple radicalisé d'origine pakistanaise à San Bernardino en Californie. Une attaque qui a fait 14 morts, moins de 3 semaines après les attentats de Paris et Saint-Denis. L'inculpation du général Gilbert Diendéré dans le dossier Thomas Sankara, le projet de construction de l'échangeur du Nord et la dernière conférence de presse du MPP sont les principaux sujets traités par les quotidiens, lus pour nous par Abdul Rasmane Zongo. Nous souhaitons que Alassane Ouattara soit présent à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, relaie le quotidien Notre Temps. L'affirmation est de Salif Diallo lors d'une conférence de presse tenue ce 5 décembre. Dans sa manchette du jour, le journal Le Quotidien titre « Gilbert Diendéré inculpé dans le dossier Thomas Sankara ». Pour l'Observateur, Diendéré est rattrapé par les fantômes du 15 octobre. Autre actualité, le quotidien d'État Sidoya fixe l'attention sur le démarrage des travaux de construction de l'échangeur du Nord, un ouvrage de 70 milliards de nos francs et à livrer dans 3 ans. De son côté, l'Express du Faso invite à lire ces colonnes dont certaines sont relatives à la commercialisation de l'or blanc. Les producteurs font échec à la campagne d'intoxication, nous apprend le journal. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 22h15 pour la dernière session d'information.